Bonjour à tous, je suis Kenza Mazal et en compagnie de Linda Villette et de Leila Benachour, notre invitée. Nous parlerons de l'agilité et de la réussite d'une collaboration de travail à distance. Bonjour Linda, bonjour Leila, merci pour votre disponibilité. Bonjour Kenza, bonjour Linda. Bonjour Kenza, bonjour Leila. Leila, nous précisons que nous avons été vos élèves. Nous avons apprécié votre cours sur l'une des méthodes agiles, ce qui nous a donné envie aujourd'hui de vous interviewer. Merci pour votre invitation. Leila, merci d'être à nos côtés aujourd'hui pour cette interview, durant laquelle vous nous parlerez tout d'abord de votre parcours et de vos expériences. Nous aborderons ensuite le concept de l'agilité et nous apporterons des solutions concrètes à nos auditeurs afin qu'ils puissent travailler à distance avec succès. Enfin, vous nous donnerez votre avis sur les tendances du futur et les changements qui sont actuellement en train de se mettre en place. Leila, vous êtes experte des méthodes et démarches agiles et partenaire chez School Lab, un studio d'innovation présent à Paris, San Francisco et Ho Chi Minh City. Vous avez un cursus d'ingénieur en énergétique avec un DEA puis un doctorat de l'Université de Perpignan que vous avez complété avec différentes certifications. Le coaching, le changement et bien évidemment l'agilité. Vous intervenez actuellement dans des écoles et dans des entreprises. Pourriez-vous nous expliquer quel a été votre parcours ? Au début de ma carrière, j'ai occupé des postes de chef de projet, puis de direction de programme, ce qui m'a amené petit à petit, bien sûr, à approfondir mes connaissances et à développer mes compétences dans ce domaine, notamment des compétences de planification, d'estimation, gestion des risques, gestion des parties prenantes, etc. Mais il restait toujours une inconnue au niveau du projet, c'était le facteur humain. Je me suis posé plein de questions à ce sujet. Quelle est son influence réelle sur la réussite ou l'échec d'un projet ? En effet, l'humain, avec un grand H, joue un rôle prépondérant. Je reviens sur votre parcours très intéressant. Pourriez-vous nous en dire davantage sur les raisons qui vous ont amené à vous spécialiser sur les méthodes et démarches agiles ? En 2010, j'ai découvert l'agilité et c'est comme si tout rentrait dans l'ordre. Les 4 valeurs sont devenues réellement miennes et les 12 principes, un cadre de vie professionnelle au quotidien. Je voudrais juste me permettre de lister les 4 valeurs parce que je pense qu'il est important de les partager avec nos auditeurs, pour ceux qui les connaissent pas. La première valeur, c'est les individus et les interactions plus que les processus et les outils. La deuxième valeur, des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. La troisième, c'est la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle. Et enfin, la dernière valeur, c'est l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Concernant les principes, il y en a 12, je ne vais pas tous les lister, on a très peu de temps à passer ensemble, mais je voudrais juste lister 3 d'entre eux. Donc le premier principe, c'est notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Je souligne bien à grande valeur ajoutée, notamment en livrant des fonctionnalités qui résolvent des problèmes auxquels le client peut être confronté ou qui renforcent la qualité du produit par exemple. Le quatrième principe, les utilisateurs ou leurs représentants et les développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement tout au long du projet. On voit bien ici qu'on parle de développer le teamwork, sujet très très important. Comment travailler ensemble, main dans la main et éviter au maximum des relations de subordination au niveau de l'équipe. Et enfin, le 12e principe, à intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis règle et modifie son comportement en conséquence. On parle bien ici d'amélioration continue, si ce n'est d'innovation continue. C'est ce qui rend une organisation responsive, donc à savoir une entreprise capable de répondre aux enjeux du marché et aux besoins de ses clients en combinant à la fois vitesse d'exécution, adaptabilité et efficacité dans un objectif bien entendu d'apport de solutions à fort contenu expérience client. Pour ce faire, toute l'équipe, je dis bien toute l'équipe, se doit de se poser des questions régulièrement sur son mode de fonctionnement, sur la qualité
des produits qu'ils livrent, sur ces processus, comment ils fonctionnent ensemble au quotidien, donc sur leur coordination, communication, prise de décision, gestion de conflits, pour proposer des améliorations en continu. Les valeurs et principes de l'agilité vous ont donc donné un cadre de travail. Justement, en parlant de cadre, quelle serait votre définition de l'agilité ? Je préférerais parler de business agility et je vais vous expliquer pourquoi. Depuis à peu près une dizaine d'années, et je dirais même un peu plus, l'agile a dépassé le monde de l'IT. La plupart des autres départements de l'entreprise, tels que les RH, la finance, les achats, se sont appropriés les concepts et les pratiques agiles et ils ont su les transformer et les appliquer à leur propre contexte et à leur activité. Pourriez-vous nous donner davantage d'explications sur la business agility et éventuellement la définir ? Définir la business agility ? Ok. Alors pour faire simple, c'est la capacité d'une organisation à réagir et à interagir rapidement avec les changements de son environnement, à savoir son marché, sa réglementation, les besoins de ses clients, et ce en mode réactif ou proactif, selon bien sûr les situations et les besoins. Je vais me référer à une étude de 10 dimensions mesurables qui façonnent la business agility d'une organisation. Ils les ont regroupées en 3 grands piliers. Donc le premier pilier, c'est le marché. Le deuxième, c'est la structure organisationnelle de l'entreprise. Et en dernier, c'est les processus qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Parmi les facteurs mentionnés par Forrester, nous retrouvons notamment la capacité à s'adapter aux changements, l'agilité à répondre aux impératifs clients et aux impératifs du marché, ainsi que la capacité d'apprentissage de l'organisation. Pour résumer, adaptabilité, flexibilité et équilibre sont en effet les 3 qualités essentielles pour développer une business agility sur le long terme au niveau des organisations. Comment cette business agility est-elle utilisée ? Aujourd'hui, la business agility est systémique et ces pratiques peuvent être appliquées à toute l'organisation, notamment dans des départements RH, finance, produits, achats, etc. Son utilité réside dans son approche holistique de la transformation et elle peut être une réelle réponse à certaines problématiques auxquelles l'entreprise fait face. Par exemple, comment exécuter avec succès la stratégie au niveau de l'organisation ? Comment établir des liens significatifs entre le plan stratégique et les équipes qui doivent le mettre en œuvre ? Comment motiver les collaborateurs à adopter des nouvelles façons de faire, lors de changements à grande échelle par exemple, et qui affectent plusieurs départements de l'organisation. Comment adopter des approches adaptatives et itératives pour concevoir des processus et des produits centrés sur le client? Comment on crée l'apprentissage comme un processus permanent qui ne se produit pas uniquement lors d'une formation ou un événement ponctuel, mais comme un mélange d'expériences immersives pour aider les collaborateurs non seulement à comprendre ce qu'ils doivent faire, mais surtout comment et pourquoi ils le font. Et si une boîte à outils agile existait, quelle serait sa composition ? Excellente question. Je dirais pour ma part qu'elle se composerait d'outils qui permettent, dans un premier lieu, de développer le focus client. On ne le répétera jamais assez, mais en agile, on considère que la priorité, c'est la satisfaction client. Cette boîte à outils contiendrait aussi des outils qui permettent de donner du sens et facilitent la clarification des objectifs. Elle contiendrait aussi des outils pour développer le teamwork, comment enclencher la dynamique d'équipe, comment construire les piliers d'une collaboration contagieuse, comment créer la potion magique pour un team flow, comment passer d'un groupe d'individus à un organisme unique animé par un même et unique objectif. Cette boîte à outils contiendrait aussi le moyen de développer, ou en tout cas des pratiques pour développer l'innovation continue. On sait tous que la stagnation dans une entreprise, c'est la mort assurée. Comment combiner les 2 disciplines que sont l'innovation et l'amélioration continue pour identifier les moyens de faire progresser l'entreprise dans sa globalité. Amélioration des produits, amélioration des processus internes, création d'opportunités et bien plus encore. Cette boîte à outils contiendrait aussi des pratiques pour développer un environnement safe. Comment inculquer l'esprit de l'expérimentation, le test and learn et le droit à l'erreur. Comment encourager la prise d'initiative.
comment expérimenter de nouvelles façons de travailler et encourager l'apprentissage permanent. Et surtout, comment tolérer l'ambiguïté, l'incertitude et surtout, accepter le changement. Le télétravail reste le quotidien de nombreuses personnes. Quelles sont d'après vous les principales difficultés à surmonter et quels conseils pourriez-vous donner à nos auditeurs? Je pense qu'il faut faire la différence entre une équipe virtuelle et la situation actuelle où le télétravail en remote n'était vraiment pas un choix délibéré des membres de l'équipe. Ça a été imposé du jour au lendemain à cause du Covid-19 et je pense que c'est important de le souligner. Donc pour répondre à votre question, la situation actuelle a généré de la peur et du stress. En plus, les conditions de travail en remote n'étaient peut-être pas remplies pour tout le monde. Et ça, c'est important de le dire. Dans les deux cas, je vais me référer au rapport de l'Observatoire du télétravail, où ils ont cité 12 conditions clés pour bien télétravailler et surmonter les éventuelles difficultés. Ce rapport propose de s'assurer que le collaborateur en télétravail aime bien travailler seul, qu'il possède une triple aptitude à l'autonomie, donc l'autonomie professionnelle, l'autonomie technique et la gestion des priorités, qu'il maîtrise à la perfection tous les outils de communication interne à l'entreprise et à la gestion des différents projets, qu'il existe un rapport de confiance réel entre le collaborateur et ses managers, que le home office est en adéquation avec son cadre de vie familial, que son logement est compatible avec son activité, donc il a tous les équipements nécessaires, la surface nécessaire, le calme, un environnement qui lui permet effectivement de travailler de chez lui, qu'il soit conscient que le télétravail à temps complet peut entraîner des risques d'isolement, qu'il soit conscient que sa qualité de vie sera meilleure, mais qu'il y aura potentiellement aussi une surcharge de travail. Et je pense que ça, la plupart des collaborateurs n'en prennent pas conscience. Qu'il occupe bien un poste avec une possibilité de télétravail, tout le monde ne peut pas télétravailler, bien entendu, que les activités inhérentes à son poste peuvent s'effectuer en totale autonomie et qu'il aime assez son travail pour supporter une éventuelle augmentation du temps travaillé. Donc là, je vous ai cité les conditions et je pense qu'il est important pour chaque entreprise de vérifier qu'elles sont remplies. Face au changement et à ce nouveau mode de travail entièrement dématérialisé, quelles sont vos recommandations pour travailler à distance avec succès? Tout d'abord, il est très important de travailler sur la dynamique d'équipe et entre autres sur les processus qui permettent à l'équipe de passer en mode remote en toute sérénité. Et pour cela, il existe plusieurs modèles de teamwork. J'utilise pour ma part le modèle ITEM, Integrated Team Effectiveness Model. Sans rentrer trop dans le détail de ce modèle, il est constitué de 6 blocs en lien les uns avec les autres et ils vont guider et permettre à l'équipe de cadrer à la fois son activité et les interactions inter- et intra-équipe. Je vais très rapidement décrire deux de ces blocs. Donc le premier, c'est vraiment la conception de l'activité. En premier lieu, il faut toujours s'assurer que les objectifs sont clairs. L'équipe, par la suite, doit identifier le type d'activité qu'elle gère. Est-ce que c'est une activité de management? Est-ce que c'est une activité de projet, de delivery, etc. Par la suite, identifier qu'est-ce qui caractérise ces activités. Est-ce qu'elles sont interdépendantes? Est-ce qu'elles sont autonomes? Qui va réaliser ces activités? Donc, il faut clarifier la taille de l'équipe et les compétences dont on a besoin pour réaliser le travail. Par la suite, on va vraiment définir les processus d'équipe en se posant 5 questions assez simples. Donc, comment l'équipe va-t-elle collaborer? Comment va-t-elle communiquer? Comment va-t-elle se coordonner et coordonner ses activités? Comment va-t-elle prendre les décisions? Comment gère-t-elle les conflits? Et quel type de leadership a-t-elle choisi de pratiquer? Vous citez 5 processus. Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre, notamment pour les processus de collaboration, de communication et de coordination? Ok, donc je vais commencer par le processus de collaboration. Il existe des tas de bonnes pratiques, je vais en citer certaines et je vais en oublier bien d'autres.
Je commencerai par fixer des objectifs SMART. Je pense que c'est une des premières bonnes pratiques à utiliser. La deuxième, cartographier les interdépendances entre les activités de l'équipe et surtout travailler sur le plan pour les adresser. Cartographier les interfaces inter-équipes et les activités inhérentes pour les adresser. Identifier les ressources nécessaires dont on a besoin pour réaliser notre travail. Planifier des jalons et des délais de livraison. Délimiter les rôles et les responsabilités au niveau de l'équipe. Décider comment partager et intégrer l'apprentissage, les normes de fonctionnement et l'auto-évaluation. Et enfin, mettre en place un management visuel dématérialisé pour rendre le travail visible et suivre l'activité. Concernant le deuxième processus, communication, je vais proposer trois points très rapidement. C'est privilégier une communication claire et efficace, pratiquer l'écoute active et mettre en place une feedback loop au travers de rituels réguliers et surtout utiliser des outils digitaux qui conviennent bien au contexte. Concernant la coordination, il est important de partager un langage commun, des méthodologies, des procédures, des templates et des outils au niveau de toute l'équipe. Mettre en place une gouvernance claire, planifier de façon réaliste, rendre les objectifs et l'avancement du travail visibles par tous, s'assurer que l'équipe reste focus sur l'objectif, à responsabiliser les membres de l'équipe, s'assurer que la prise de décision est prise au bon niveau et surtout soutenir l'apprentissage. D'accord. Et selon vous, quels outils permettraient qu'un travail d'équipe à distance soit davantage performant ? Il existe aujourd'hui des tas d'outils digitaux très performants qu'on peut utiliser en fonction de notre problématique. Et je pense que réellement que c'est à l'équipe de choisir ce qui lui convient le mieux en fonction du contexte d'utilisation. Je donne quelques exemples. Vous avez eRoom, Google Doc pour tout ce qui est document management, Hangout, Zoom pour tout ce qui est réunion virtuelle synchronisée, Remote Retro pour les rétrospectives. Vous avez Real Time Board pour le brainstorming, Google pour le mind mapping. Vous avez aussi Mingle pour la prise de décision. Je pense que le problème n'est pas l'outil digital, mais le vrai sujet, c'est vraiment d'identifier l'usage. Pourquoi on utiliserait tel ou tel outil et pour quel usage. Avez-vous des astuces personnelles pour qu'une journée ou une semaine de travail à distance soit un véritable succès ? Alors, je commencerai par parler de priorisation. Donc, effectivement, une des astuces, c'est vraiment prioriser. Estimer la charge de travail et planifier d'une façon réaliste en prenant en compte le travail, en tenant en compte le travail caché. Donc vous allez avoir plein de coups de fil dans la semaine, plein de petites demandes. Donc il faudrait vraiment réserver un peu de temps à ce type de tâches pour que derrière votre semaine puisse se passer d'une façon sereine. Fédérer et animer une équipe représente un véritable challenge pour les managers. Pourriez-vous tout d'abord nous expliquer la différence qu'il y a entre une équipe et un groupe ? Vaste sujet sur lequel plusieurs sociologues se sont penchés. Rapidement, un groupe, c'est un ensemble de personnes qui se rencontrent pour communiquer, résoudre un problème ou coordonner un événement. Les individus au niveau de ce groupe travaillent pour accomplir des objectifs plutôt personnels. Les membres d'un groupe ont des rôles et des responsabilités distincts. Ils ont tendance à travailler plutôt individuellement et seuls. Les groupes se concentrent rarement sur les feedbacks entre les membres. Et les individus dans les groupes fonctionnent à des niveaux d'autonomisation différents, tandis qu'une équipe, c'est un ensemble d'individus qui sont ensemble pour atteindre un objectif commun, clair et irréfutable, qu'ils ont participé, bien entendu, à définir. Une équipe se compose de 2 personnes ou plus. Les rôles et responsabilités au niveau de cette équipe sont bien définis. Les membres d'une équipe collaborent afin de planifier l'activité, présentent des interdépendances en ce qui concerne le flux de travail
Une équipe en général fait partie d'un système organisationnel beaucoup plus large. Les membres d'une équipe sont mutuellement responsables et ils incarnent des connaissances et des compétences spécialisées. Quelles sont vos recommandations pour créer et maintenir une dynamique de groupe à distance? Je dirais se poser systématiquement des questions sur les processus de teamwork lors des rétrospectives pour les améliorer, et je vous dirais la confiance. Elle est vraiment capitale et reste le socle sur lequel se construit toutes les interactions des membres de l'équipe. Laïla, merci pour toutes vos explications. Nous en savons désormais davantage sur les moyens et les astuces qui permettent de travailler à distance avec succès. Notre interview touche à sa fin et je terminerai par des questions sur les tendances du futur, notamment concernant la business agility. D'après vous, comment va-t-elle évoluer dans les années à venir? Je pense vraiment que le futur est déjà là. Nous avons déjà des retours d'expérience où l'on voit des organisations qui ont su créer un environnement où les collaborateurs sont pleins d'énergie, où l'innovation est continue, et ce, avec d'excellents bénéfices. Ces organisations savent naviguer dans un monde VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu, et c'est leur force. Ces entreprises ont su développer une culture du client, un teamwork efficace, une structure organisationnelle basée sur le network, un flux de travail avec des cycles courts. Au final, ils ont mis en place tous les ingrédients pour atteindre leurs objectifs. Quels changements sont d'après vous en train de se mettre en place et quelles sont vos recommandations d'un point de vue organisationnel? La crise du coronavirus est en train de devenir l'accélérateur de l'une des plus grandes transformations au milieu de travail. Nos façons de travailler, de nous former, d'interagir avec nos clients, nos collègues, nos partenaires viennent fondamentalement de passer un cap. Je pense que revenir en arrière n'est plus une option pour personne. Derrière cette crise inédite, les entreprises ont découvert des nouvelles opportunités de travailler différemment, d'accélérer ainsi leur transformation digitale. Au cours des dernières années, les progrès technologiques ont disrupté la plupart des secteurs d'activité. Le digital est devenu la nouvelle norme et le moyen le plus adapté pour capter et fidéliser des clients toujours plus exigeants et toujours plus volatiles. Mais vous remarquerez que malgré ce rebond technologique, les entreprises on peut adapter leur façon et leur pratique de travail en interne, ce qui génère aujourd'hui un désengagement notable des collaborateurs. Il suffit de regarder l'étude Gallup 2017 pour avoir la preuve. Le New Normal, après cette crise historique, va exiger des organisations de mener de front à la fois leur transformation digitale et leur transformation culturelle. Qu'il faudrait bien sûr axer sur le collectif, le test and learn et la flexibilité. Et tout ça, bien sûr, dans une temporalité très réduite pour pouvoir survivre. Laïla, je vous remercie pour toutes vos explications et le temps que vous nous avez consacré. Merci Leïla d'avoir partagé avec nous vos connaissances sur l'agilité et les bonnes pratiques qui permettent de réussir une collaboration de travail à distance. Merci à vous et au plaisir d'échanger à nouveau dans le futur.